Ma famille m'a envoyé un texto, nous avons besoin de prendre de la distance avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter, c'est mon oncle qui les a convaincus. J'ai simplement répondu, bien sûr, j'annulerai mes virements automatiques à la première heure, et je voulais juste vous le faire savoir. Mon téléphone a vibré exactement une fois contre le comptoir en granit. C'était un son bref, insignifiant en réalité, mais il a fini par changer toute ma vie. Je l'ai ramassé et j'ai lu l'écran. Il n'y avait pas de salutation, pas de « salutez ça », pas de douceur, juste un bloc de texte froid provenant de la conversation de groupe familial. Nous avons besoin de prendre de la distance avec toi. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. C'était tout. C'était tapé comme un ordre militaire. C'était une porte qui se claquait à mon visage. Ma mère, mon père, ma sœur, Paige, ils avaient tous décidé. Je me tenais dans ma cuisine silencieuse, tenant l'appareil qui venait de me livrer mon exil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapé un paragraphe désespéré les suppliant d'expliquer pourquoi. Ils s'attendaient à ce que je les poursuive. Ils s'attendaient à ce que la Tessa fiable et désespérée panique et s'excuse pour le crime imaginaire que j'avais commis cette fois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai senti un calme étrange et froid s'installer en moi. J'ai répondu par une seule phrase. C'était la dernière chose que je dirais jamais aux personnes qui m'ont élevé. Ils voulaient de la distance. J'étais sur le point de leur en donner un univers entier. Avant de commencer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous en me disant d'où dans le monde vous nous regardez. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été la personne sûre. Dans une famille, c'est généralement une bonne chose. Cela implique qu'on vous fait confiance. Cela implique que vous êtes solide. Mais dans la famille Langford, être sûr signifiait quelque chose de très différent. Cela signifiait que j'étais celle qu'on pouvait utiliser sans crainte de la casser. Je travaillais à la paix d'un hôpital. Mon bureau était une petite pièce calme au 4e étage du centre médical Saint-Jude. Ce n'était pas un travail glamour. Je ne sauvais pas de vie aux urgences. Et je ne prenais pas de décisions à enjeux élevés dans la salle de conférence. Je gérais des feuilles de calcul. Je m'assurais que les infirmières recevaient leurs heures supplémentaires. Je veillais à ce que les comptes soient justes à la fin de chaque cycle de paie. J'adorais ce travail. J'adorais son silence. J'adorais que les chiffres ne vous mentent pas. Si une colonne ne s'équilibrait pas, il y avait une raison, et vous pouviez la trouver, la corriger et la redresser. Les chiffres ne vous manipulaient pas. Ils ne disaient pas une chose pour en signifier une autre. Ma vie en dehors du travail était tout aussi ordonnée. Je vivais dans un appartement d'une chambre à 20 minutes de l'hôpital. Je payais mon loyer le premier du mois. Je gardais ma voiture propre. J'arrosais mes plantes le dimanche. J'avais 33 ans. Et pour le monde extérieur, j'étais une adulte ennuyeuse et réussie. Pour mes parents, Margaret et Charles, ma stabilité ne signifiait pas que j'avais réussi. Cela signifiait que j'étais disponible. Cela signifiait que j'avais des ressources qu'ils pouvaient exploiter chaque fois que leur propre planification chaotique s'effondrait. Ma mère avait un dicton préféré. Elle l'utilisait comme un marteau dans une salle d'audience. La famille est de la famille, Tessa. Elle le disait en me regardant avec de grands yeux pleins d'attente. Cela semblait noble. Cela ressemblait à quelque chose qu'on lirait sur une carte de vœux. Mais dans notre maison, la définition de l'aide n'allait que dans un sens, elle passait de mon compte bancaire au leur. Mon père, de son côté, préférait une approche plus lourde. Il aimait utiliser la culpabilité comme une arme. N'oublie pas qui t'a élevé, disait-il, la voix basse et sérieuse. Généralement, lorsque j'hésitais à payer une facture qui n'était pas la mienne. Nous avons tout sacrifié pour vous, les filles. Nous vous avons habillés. Nous avons gardé un toit sur vos têtes. Maintenant que tu réussis, tu te crois meilleur que nous. Je ne me suis jamais cru meilleur qu'eux. Je voulais juste être ma propre personne. Mais la culpabilité fonctionnait toujours. C'était une couverture lourde et suffocante que je portais depuis l'enfance. J'avais l'impression de leur devoir une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Et puis il y avait Paige. Ma sœur Paige avait 3 ans de moins que moi. Si j'étais la personne stable, ennuyeuse et fiable, Paige était le feu d'artifice. Elle était belle, bruyante et constamment en état de crise.
Elle avait une façon de voir le monde comme si elle était le personnage principal d'un film, et que le reste d'entre nous n'était que l'équipe chargée de faire fonctionner le décor. Paige était la personne amusante. C'était celle dont mes parents se vantaient lors des dîners. Oh, Paige essaie de décrocher un contrat de mannequin à Los Angeles, rayonnait ma mère. Ou, Paige sort avec un semi-professionnel. N'est-ce pas excitant? Ils aimaient son éclat. Mais ils comptaient sur mon salaire. Paige avait maîtrisé l'art de l'impuissance instrumentalisée. Elle n'échouait pas seulement. Elle échouait d'une manière qui vous faisait sentir comme un monstre si vous ne la sauviez pas. Je me souviens d'un mardi particulier l'année dernière. Il pleuvait, une averse froide et misérable qui transformait les rues de Denver en gadoue grise. Je venais de terminer un service de 10 heures à l'hôpital. Mes yeux étaient fatigués de fixer des écrans. Je voulais juste rentrer chez moi, faire de la soupe et regarder un documentaire. Mon téléphone a sonné. C'était Paige. Tess, oh mon Dieu, tu dois m'aider, sanglotait-elle. Mon estomac s'est noué. C'était la routine. La panique dans sa voix était un déclencheur pour ma propre anxiété. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé, ai-je demandé, me dirigeant déjà vers ma voiture. Je suis coincé. Je suis chez le mécanicien. Ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute, ils l'ont remorquée et maintenant ils disent que c'est la transmission et que ça va coûter $1200 et je ne les ai pas et je ne peux pas aller travailler demain si je n'ai pas de voiture et maman et papa ont dit de t'appeler parce qu'ils sont à sec jusqu'au 1er. Elle a tout dit d'une seule traite. Je me suis assise sur le siège conducteur de ma berline, écoutant la pluie marteler le toit. $1200. J'avais cet argent. Je l'économisais pour un nouvel ordinateur portable parce que le mien avait 7 ans et surchauffait, mais je l'avais. Paige, ai-je dit doucement. C'est beaucoup d'argent. J'économise pour quelque chose en ce moment. Les sanglots se sont arrêtés instantanément. Le silence à l'autre bout du fil n'était pas triste. Il était froid. Tu es sérieuse? Demanda-t-elle. Sa voix avait perdu son tremblement. Tu vas me laisser coincé chez un mécanicien sous la pluie. Tessa, j'ai peur. Il y a des types bizarres ici. Maman a dit que tu aiderais. Elle a dit, appelle Tessa. Elle s'en occupera. C'était la phrase qui définissait mon existence. Tessa s'en occupera. Je n'ai pas dit que je n'aiderais pas, ai-je balbutié, retombant dans le rôle. J'ai juste dit que c'était beaucoup. Alors, ma sécurité ne vaut rien pour toi, a claqué Paige. Mon Dieu, tu peux être si égoïste parfois. Tu es assise dans ce bureau à gagner tout cet argent et tu me juges parce que je galère. Je ne gagnais pas tout cet argent. Je gagnais un salaire décent et j'économisais agressivement parce que j'étais terrifié de finir comme eux, constamment à une mauvaise journée de la ruine. Mais pour eux, mon compte d'épargne n'était pas ma sécurité. C'était le fonds d'urgence familial. Passe-moi le mécanicien au téléphone, ai-je dit doucement. J'ai payé la transmission. Je n'ai pas eu de remerciement. J'ai reçu un texto de ma mère 1 heure plus tard. Contente que tu aies fait ce qu'il fallait, Tessa. Nous devons veiller sur ta sœur. Elle traverse une période difficile. Paige traversait toujours une période difficile. Elle se cherchait. Elle était entre 2 opportunités. Elle se remettait d'une mauvaise rupture. Les raisons changeaient, mais le résultat était toujours le même. Je payais. Ce n'était pas seulement les grosses choses non plus. C'était la saignée constante et à bas niveau de mes ressources. Nous sortions dîner pour l'anniversaire de mon père. L'addition arrivait. Mon père se tapotait les poches, l'air théâtral et surpris. Oh, zut. J'ai laissé mon portefeuille dans l'autre veste, disait-il en me regardant. Tess, tu t'en occupes. Je te ferai un Venmo. Il ne m'a jamais fait de Venmo. Pas une seule fois en 10 ans. Si j'en parlais, j'étais mesquine. C'était le dîner d'anniversaire de ton père. Maman sifflait si je demandais l'argent plus tard. Tu veux faire payer ton père pour un repas après tout ce qu'il a fait pour toi? Alors, j'ai appris à ne plus demander. J'ai appris à simplement glisser ma carte sur la table. J'ai appris que mon rôle dans la famille était d'être le lubrifiant qui adoucissait leur vie. J'étais l'amortisseur. J'encaissais les coups pour qu'ils puissent profiter du voyage. Le plus fou, c'est que je pensais que c'était de l'amour. Je croyais vraiment que si j'étais assez utile, ils finiraient par m'aimer comme ils aimaient Paige.
Je pensais que si je résolvais assez de problèmes, payais assez de factures et réparais assez de crises, un jour ma mère me regarderait avec cette expression douce et fière qu'elle réservait à ma sœur. Je pensais que je pouvais acheter ma place dans leur cœur. Mais j'avais tort. Je n'achetais pas de l'amour. J'achetais de la tolérance. Ils ne m'aimaient pas pour ce que je faisais. Ils me toléraient à cause de ce que je fournissais. Et au fond de moi, je pense que je le savais. Je pense que je le savais chaque fois que j'entrais dans leur appartement et que je voyais la nouvelle télévision qu'ils avaient achetée, même s'ils ne pouvaient pas se permettre le loyer ce mois-là. Je le savais quand je voyais Pej porter des bottes de créateur qui coûtaient plus cher que le paiement de ma voiture tout en me demandant de l'argent pour l'épicerie. Mais j'avais peur. J'étais terrifié de ce qui se passerait si j'arrêtais. Si j'arrêtais de payer, arrêterait-il d'appeler? Si je n'étais pas la personne fiable, qui étais-je? J'étais un fantôme dans ma propre famille, visible seulement lorsqu'un chèque devait être signé. Chaque dimanche, j'allais dîner chez eux. C'était une tradition. J'apportais un dessert, généralement quelque chose d'une bonne pâtisserie. Je m'asseyais à la petite table de la salle à manger de leur appartement encombré. La télévision était allumée, généralement forte. Mon père parlait de politique ou de son mal de dos. Ma mère racontait des commérages sur les voisins. Pej parlait de son dernier drame, un patron qui ne comprenait pas son génie, une amie qui l'avait trahi, un propriétaire qui était injuste. Je restais assise là et je hochais la tête. Je mangeais le rôti de bœuf qui était légèrement sec. Je les écoutais se plaindre d'argent. Tout est si cher, soupirait maman en me regardant ostensiblement. La facture d'électricité a doublé ce mois-ci. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Le silence s'étirait. Ils regardaient tous leur assiette, attendant. Et moi, entraîné comme un chien répondant à un sifflet, je prenais la parole. Je peux m'occuper de la facture d'électricité ce mois-ci, maman. Ne t'inquiète pas. La tension disparaissait instantanément. Les épaules s'abaissaient. Les sourires revenaient. Oh, Tessa, tu es une si bonne fille, disait maman, me regardant enfin. Que ferions-nous sans toi? C'était la drogue. Ce moment de validation. Tu es une bonne fille. Tu es nécessaire. Je vivais pour ces miettes. Je m'affamais de dignité juste pour goûter à leur approbation. Mais le problème quand on est celui sur qui tout le monde s'appuie, c'est que le poids finit par devenir trop lourd à porter. On commence à se fissurer. On commence à développer des fractures capillaires dans son âme. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais déjà en train de me briser. La Tessa fiable, stable et qui signe des chèques tournait à vide. J'étais un coffre-fort qui se vidait lentement, pièce par pièce, billet par billet, et personne, absolument personne, ne remettait quoi que ce soit dedans. Nous avions une conversation de groupe familial. Elle s'appelait « L'équipe Langford » avec une série d'émojis en forme de cœur. La plupart du temps, cette conversation était silencieuse, mais quand elle vibrait, mon rythme cardiaque s'accélérait. J'ai développé une réaction physique au son de notification de mon téléphone, une oppression dans la poitrine, une sécheresse dans la gorge. Parce que dans l'équipe Langford, la communication suivait un schéma très spécifique. Si Pej postait un selfie, la conversation s'enflammait. Maman, magnifique. Regarde mon bébé. Papa, sublime. Pej, merci, les gars. Je me sens bien aujourd'hui. Si je postais quelque chose, peut-être une photo d'une randonnée que j'avais faite ou d'une récompense que j'avais reçue au travail pour une assiduité parfaite, la réaction était différente. Maman, bien, ou parfois juste une réaction avec un pouce levé. Mais la conversation était la plus active lorsque l'argent était évoqué. C'est laquelle passait d'une conversation familiale à une salle d'audience où j'étais l'accusé. Le schéma était toujours le même. Cela commençait par une plainte. Papa, la voiture a recommencé à faire ce bruit. Le mécanicien dit que c'est l'alternateur. 400 $. Incroyable. Puis venait l'escalade de la part de maman. Maman, nous ne les avons tout simplement pas, Charles. Nous devrons la garer et prendre le bus. Mes genoux ne peuvent pas supporter la marche jusqu'à l'arrêt, mais quel choix avons-nous? Puis Pej intervenait, ajoutant une pression émotionnelle. Pej, maman, tu ne peux pas marcher jusqu'à l'arrêt de bus avec cette chaleur. C'est dangereux. Puis le silence, l'attente. Il ne me demandait pas directement. C'était la règle.
Il posait simplement le problème sur la table comme un cadavre et attendait que je le ressuscite. Je fixais l'écran. Je connaissais la danse. Si je ne répondais pas, il continuerait, devenant de plus en plus pathétique et désespéré jusqu'à ce que je craque. Moi, je peux envoyer les $400. Faites-le réparer. Immédiatement, le ton changeait. Papa, merci, Tess. Tu es une sauveuse. Maman, que Dieu te bénisse, ma chérie. J'étais si inquiète. Chaque virement était une transaction. Je ne payais pas seulement pour un alternateur. Je payais pour la paix. Je payais pour éviter la culpabilité d'imaginer ma mère boitant jusqu'à un arrêt de bus. Je payais pour conserver ma place dans la tribu. Mais c'était plus profond que de simples factures d'urgence. Au fil des ans, la dynamique a changé. Il ne s'agissait plus seulement d'aide. Il s'agissait de droit. Ils ont cessé de demander si je pouvais aider. Ils ont commencé à demander quand j'aiderais. L'amour dans notre famille signifiait leur devoir quelque chose. Si j'essayais de dire non ou même si j'hésitais, les livres d'histoire étaient ouverts. Après tout ce que nous avons fait pour toi, est devenu le refrain. Je me souviens d'un incident particulier il y a environ 6 mois. J'économisais pour des vacances, de vraies vacances. Je voulais aller dans un chalet à la montagne pendant une semaine, juste moi et une pile de livres. J'avais réservé la location. J'étais excité. Je l'ai mentionné au dîner du dimanche. Je serai absente la semaine prochaine, ai-je dit en souriant. J'ai réservé un chalet à Breckenridge. Le silence s'est fait dans la pièce. Les fourchettes ont cliqueté contre les assiettes. Breckenridge, a demandé maman, les sourcils levés. C'est cher, n'est-ce pas? J'ai eu une bonne affaire, ai-je dit, me sentant immédiatement sur la défensive. Et j'économisais. Ça doit être bien, a marmonné Pêche dans sa purée de pommes de terre. Je n'ai pas pris de vacances depuis 3 ans. Tu es allé à Vegas le mois dernier, ai-je souligné. C'était pour l'anniversaire d'une amie. Je n'ai pas payé l'hôtel, a claqué Pêche. Ce n'est pas la même chose. Tu vas dans un chalet privé. Eh bien, a dit papa en s'essuyant la bouche avec une serviette. Je suis content que tu aies ce genre de revenu disponible, Tessa. Surtout que le chauffe-eau fuit et que nous utilisons des seaux pour récupérer les gouttes. Je me suis figé. Il n'avait pas mentionné le chauffe-eau. Je ne savais pas que le chauffe-eau était en panne, ai-je dit. Ça vient de commencer, a dit papa. Nous allions t'en parler, mais comme tu dépenses de l'argent pour des voyages de luxe, nous ne voulions pas te déranger. La manipulation était si vive qu'elle m'a presque coupé la peau. Voyage de luxe. C'était un chalet rustique qui m'a coûté $800 pour la semaine. Combien coûte le chauffe-eau, ai-je demandé, la voix plate. Environ 600, a dit papa. Je les ai regardés. Maman avait l'air triste. Paige avait l'air rancunière. Papa avait l'air plein d'attente. J'ai annulé le chalet le lendemain. J'ai perdu la compte. J'ai envoyé l'argent à mon père pour le chauffe-eau. Je n'ai jamais vu de reçu pour le chauffe-eau, mais j'ai vu Pêche poster des photos de nouveaux vêtements sur Instagram 3 jours plus tard. Je me suis senti mal. Pas une maladie physique, mais une maladie de l'esprit. Je me sentais vidé. J'étais un distributeur automatique de billets avec un cœur qui bat. La seule personne qui semblait me voir, vraiment me voir, était l'oncle Henri. L'oncle Henri était le frère aîné de ma mère. C'était le mouton noir de la famille, principalement parce qu'il refusait de jouer à leur jeu. Il vivait simplement, conduisait un vieux camion et ne tolérait pas les bêtises. Il venait aux réunions de famille, mais il s'asseyait surtout sur le porche ou dans un coin à observer. C'était le seul qui ne me regardait pas comme un portefeuille. Un après-midi, lors d'un barbecue du 4 juillet dans le complexe d'appartements de mes parents, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle. Tous les autres étaient dehors à manger des hamburgers. Je frottais un plat graisseux, regardant par la fenêtre, ressentant cette fatigue familière dans mes os. L'oncle Henri est entré. Il a pris une bière dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir. « Tu n'as pas mangé ?» a-t-il dit. « Je n'ai pas faim », ai-je menti. « Tu as payé la nourriture, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai frotté le plat plus fort. Juste la viande. Maman n'avait pas d'argent pour le boucher. Henri a bu une gorgée de sa bière. Il m'a observé un long moment. « Tessa ?» a-t-il dit doucement.
J'ai arrêté de frotter mais je ne me suis pas retourné. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? J'ai fermé le robinet. Ce sont mes parents, Henri. Ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide, a dit Henri. Sa voix n'était pas en colère, juste triste. Ils ont besoin de meilleures habitudes et Paige a besoin de grandir. C'est compliqué, ai-je dit. La défense automatique s'est levée. Ils m'ont élevé. Je leur dois. Henri a secoué la tête. Il s'est approché et s'est tenu à côté de moi. C'était un homme grand, buriné et rude, mais ses yeux étaient gentils. Les enfants ne doivent rien à leurs parents pour les avoir élevés, a-t-il dit. C'est le travail. Tu ne dois pas de loyer pour exister, Tessa. J'ai senti des larmes piquer les coins de mes yeux. Je les ai chassées furieusement. Je n'avais pas le droit de pleurer. J'étais la forte. Il compte sur moi, ai-je chuchoté. Il compte sur ton incapacité à dire non, a corrigé Henri. Ils ont confondu ta gentillesse avec une structure. Ils pensent que ton argent est leur budget, et ils te videront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis ils te reprocheront d'être vide. Je l'ai regardé, choqué par la brutalité de ses paroles. Ce n'est pas juste, ai-je dit faiblement. Juste? Henri a ri, un son court et amer. Regarde-toi. Tu as 33 ans. Tu en parais 50. Tu es fatigué, Tessa. Tu portes 3 adultes sur ton dos et ils se plaignent du voyage. Il a posé une main sur mon épaule. Elle était lourde et chaude. Un jour, a-t-il dit, tu devras fermer la banque, et quand tu le feras, tu verras exactement qui ils sont vraiment. J'espère juste que tu seras prête. Il m'a serré l'épaule et est retourné dehors. Je suis restée dans la cuisine, tremblante. Je voulais être en colère contre lui. Je voulais défendre ma famille. Je voulais croire qu'ils m'aimaient, qu'ils avaient juste des difficultés, que nous étions une équipe. Mais au fond de moi, là où je gardais mes pensées les plus sombres, je savais qu'il avait raison. J'ai séché le plat. J'ai mis un sourire. Je suis sorti et j'ai rejoint la fête. Tessa, a crié Paige depuis une chaise de jardin. On n'a plus de glace. Peux-tu courir au magasin en chercher et peut-être un peu plus de bière? Mon père a levé les yeux. Ouais, prends de la bonne cette fois, Tess. J'ai regardé l'oncle Henri de l'autre côté de la cour. Il a levé sa bouteille de bière dans un salut silencieux. Bien sûr, ai-je dit. J'y vais. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'au magasin. J'ai acheté la glace. J'ai acheté la bière. J'ai payé avec ma carte. Je suis revenu. Mais en conduisant, un petit nœud dur a commencé à se former dans mon estomac. C'était un sentiment nouveau. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était du ressentiment. Les paroles de l'oncle Henri résonnaient dans ma tête. Ils te videront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je ne le savais pas à l'époque, mais la mèche avait été allumée. C'était une longue mèche, brûlant lentement à travers des années de conditionnement et d'obéissance, mais elle brûlait. Le schéma était établi. Les rôles étaient distribués. J'étais la donneuse. Ils étaient les preneurs. Le système fonctionnait parfaitement pour eux, mais les systèmes se brisent. Les machines s'usent. Et même la fille la plus obéissante finit par atteindre un point de rupture. Le mien arrivait. Il fonçait vers moi comme un train de marchandises, déguisé en une simple demande d'acompte pour un appartement. J'ai garé la voiture et j'ai monté les sacs de glace dans les escaliers. Enfin, a dit Paige quand je suis entré. J'étais morte de soif. Elle n'a pas proposé d'aider à porter les sacs. Elle a juste tendu sa tasse. J'ai versé la glace. J'ai souri, mais pour la première fois, le sourire n'a pas atteint mes yeux. La banque était encore ouverte, mais les heures allaient changer. La demande n'a pas eu lieu dans une ruelle sombre. Elle n'a pas eu lieu lors d'une dispute hurlante. Elle a eu lieu un dimanche après-midi dans le salon de mes parents, avec l'odeur du café instantané dans l'air. Nous étions tous assis. Mon père était dans son fauteuil inclinable, à moitié endormi. Ma mère feuilletait un magazine. J'étais assise sur le bord du canapé, vérifiant mes emails professionnels sur mon téléphone, redoutant déjà le lundi matin. Paige est entrée de la cuisine. Elle avait l'air excitée.
Elle avait ce rebond spécifique dans sa démarche qui signifiait généralement qu'elle voulait quelque chose. Mais cette fois, elle semblait vraiment heureuse. Elle tenait son téléphone et nous montrait des photos. D'accord, vous devez voir ça, a-t-elle dit en faisant défiler les photos. Je l'ai enfin trouvé. L'appartement parfait. C'est à Loï, juste à côté de ce café que j'aime. Parquet, balcon, immense placard. Ma mère a levé les yeux en souriant. Oh, ça a l'air merveilleux, ma chérie. Tu mérites un bel endroit. C'est incroyable, a dit Paige en s'asseyant à côté de moi. Et le meilleur, c'est que le propriétaire a dit que je pouvais emménager la semaine prochaine si je fais les papiers aujourd'hui. J'ai senti un petit nœud se serrer dans mon estomac. J'ai gardé les yeux sur mon téléphone, faisant défiler une feuille de calcul que je n'avais pas besoin de lire. Je savais ce qui allait arriver. Je pouvais sentir la forme de la conversation changer comme la pression atmosphérique qui baisse avant une tempête. C'est super, Paige, ai-je dit en essayant de paraître neutre. C'est vrai, a-t-elle dit. Elle a tourné son corps vers moi. Mais voilà le truc. Les frais d'emménagement sont un peu plus élevés que je ne le pensais. C'est le premier et le dernier mois, plus une caution, plus des frais pour animaux de compagnie pour Luna. Luna était son chat. Combien, a demandé papa depuis le fauteuil inclinable. Il n'avait pas l'air inquiet. Pourquoi le serait-il? Ce n'était pas lui qui devrait payer. C'est 4800 $, a dit Paige. Le silence s'est fait dans la pièce. Près de 5000 $. C'est beaucoup, a dit maman. Mais son ton n'était pas prohibitif. C'était juste une constatation. Elle m'a regardé. Je n'ai pas levé les yeux. Je fixais les chiffres sur mon écran. Alors, a poursuivi Paige, sa voix prenant ce ton doux et enjôleur qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de demander une faveur. J'ai environ 800 $ d'économie. J'ai juste besoin des 4000 autres pour le sécuriser. Je peux te les rembourser une fois que j'aurai ma prime de l'agence d'intérim. Paige parlait de cette prime depuis 3 ans. Elle ne s'est jamais matérialisée. Tessa, a dit Paige en me donnant un coup de coude au genou. Peux-tu m'avancer les 4000? Je peux te les virer tout de suite si tu me donnes tes informations de carte. J'ai levé les yeux. J'ai regardé son visage plein d'espoir et d'attente. Elle n'avait pas l'air malveillante. Elle avait juste l'air en droit. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on n'a jamais dit que les ressources étaient limitées. Elle ne me regardait pas comme une sœur, mais comme une ressource. J'ai regardé ma mère. Elle souriait de manière encourageante. Ce serait un prêt, bien sûr, a ajouté maman rapidement. Paige est solvable. J'ai regardé mon père. Il a hoché la tête. Aide ta sœur, Tess. Elle a besoin d'un endroit sûr pour vivre. Le poids de la chose m'a frappé. L'épuisement absolu de la chose. J'avais 4000 $ sur mon compte d'épargne. C'était mon fonds d'urgence. C'était l'argent que je gardais pour si ma voiture tombait en panne, si je perdais mon emploi ou si je tombais malade. C'était mon filet de sécurité. Il voulait que je découpe mon filet de sécurité pour construire un hamac pour Paige. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Je l'avais pratiqué dans ma tête 1000 fois, généralement en rentrant chez moi en colère, mais je n'avais jamais vraiment prononcé le mot à haute voix au moment de la vérité. Non, ai-je dit. Le mot est resté en suspens dans l'air. Il était petit, silencieux et incroyablement lourd. Paige a cligné des yeux. Elle a gardé le sourire, pensant qu'elle avait mal entendu. Quoi? Non, ai-je dit à nouveau. Ma voix était stable, ce qui m'a surprise. Je ne peux pas te donner 4000 $, Paige. La pièce s'est figée. Maman a cligné des yeux rapidement comme si j'avais commencé à parler français. Tessa, ne sois pas idiote. C'est pour l'appartement. Elle le perdra si elle ne paie pas aujourd'hui. Alors elle le perd, ai-je dit. Mon père s'est redressé sur sa chaise. Le regard endormi a disparu, remplacé par un froncement de sourcils sévère. Pardon, a-t-il dit. Je n'ai pas de quoi donner, ai-je menti. Eh bien, c'était un demi-mensonge. J'avais l'argent, mais je n'avais pas de quoi donner. Tu viens d'avoir cette augmentation, a dit Paige, sa voix s'aiguisant. Tu nous l'as dit le mois dernier. Tu l'as certainement. Pourquoi mens-tu?
Il ne s'agit pas de savoir si je l'ai, ai-je dit, mes mains tremblant légèrement sur mes genoux. Je ne te donnerai pas 4000 $. J'ai mes propres factures. J'ai mon propre loyer. Je ne peux pas simplement lâcher ce genre de somme. Papa a expiré bruyamment par le nez, un son sec et agressif qui signalait généralement la fin d'une discussion. C'était sa façon de dire « Arrête d'être difficile ». Tessa, a-t-il prévenu. Ne commence pas ça. Nous sommes une famille. Ta sœur a besoin d'aide. Tu en as les moyens. Fais-le. Ce n'était plus une demande. C'était un ordre. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé. L'homme qui était censé me protéger. Il ne me protégeait pas. Il me pillait. Non, ai-je dit pour la 3e fois. Paige a laissé échapper un rire rauque et incrédule. Elle a levé les mains. Tu fais sérieusement un drame, Tessa. Ce n'est pas si grave. C'est juste de l'argent. Tu en gagneras plus la semaine prochaine. Ce n'est pas si grave. Cette phrase m'a frappé plus fort qu'une gifle. Pour eux, mon travail n'était pas grave. Les 40 heures par semaine que je passais à regarder des feuilles de calcul jusqu'à ce que mes yeux brûlent n'étaient pas graves. Les sacrifices que je faisais, conduire une vieille voiture, sauter des vacances, acheter des produits génériques, n'étaient pas graves. C'était juste un puissant fond dans lequel ils pouvaient puiser chaque fois qu'ils avaient soif. C'est grave, ai-je dit doucement. C'est ma vie, Paige. Ce sont les heures de ma vie que je travaille pour gagner cet argent. Et tu t'attends simplement à le prendre. Waouh, a dit Paige en se tournant vers maman. Elle est tellement toxique en ce moment. J'ai juste demandé une faveur. Tessa, a dit maman, sa voix baissant jusqu'à un murmure déçu. Je ne t'ai pas élevé pour être égoïste. C'est laid. Tu es laide. Égoïste. Laide. Les mots étaient conçus pour blesser. C'étaient des missiles précis visant mes insécurités, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Ils n'ont pas blessé. Ou plutôt, ils ont blessé, mais ils n'ont pas fonctionné. La culpabilité ne m'a pas envahi. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté froide. Je me suis levé. J'ai pris mon sac à main. Je rentre chez moi, ai-je dit. Si tu franchis cette porte, a dit papa en me pointant du doigt. Ne pense pas que nous allons oublier ça. Tu laisses ta sœur en plan. Elle a 30 ans, papa, ai-je dit. Elle n'est pas en plan. Elle ne peut tout simplement pas se permettre un appartement de luxe à Loï. Moi non plus. Je me suis dirigé vers la porte. Tessa, a crié maman, sa voix s'élevant jusqu'à un gémissement. Reviens ici et arrange ça. Je ne me suis pas retourné. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air frais du soir et je l'ai refermée derrière moi. Je me suis dirigé vers ma voiture. Mes jambes ressemblaient à de la gelée. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai simplement respiré. Inspiré et expiré. Inspiré et expiré. J'ai attendu que le ciel s'effondre. J'ai attendu que la police vienne m'arrêter pour être une mauvaise fille, mais rien ne s'est passé. Les oiseaux continuaient de gazouiller. La circulation continuait de circuler. J'avais dit non, et j'étais toujours en vie. C'était la première fois que je choisissais ma propre paix plutôt que leur approbation. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, ressentant un étrange mélange de terreur et de libération. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je pensais avoir tracé une ligne et qu'il serait forcé de la respecter. J'étais naïve. Je n'avais pas réalisé que lorsqu'on coupe un parasite, il ne s'en va pas simplement. Il essaie de s'enfouir plus profondément. 2 jours plus tard, j'étais au travail. C'était un mardi matin. Le bureau de la paix de l'hôpital bourdonnait du chaos silencieux habituel. Les téléphones sonnaient. Les imprimantes ronronnaient. J'étais plongé dans une réconciliation complexe pour le personnel infirmier. Mon esprit était complètement occupé par les chiffres. Le téléphone de mon bureau a sonné. Je l'ai décroché automatiquement. Paix. C'était ça. Bonjour, Tessa. C'est Monsieur Henderson du bureau de location de Whispering Pinet. Mon estomac s'est noué. Whispering Pinet était le complexe d'appartements où vivaient mes parents. J'avais co-signé leur bail il y a 4 ans parce que leur code de crédit était dans les bas 5 cents. J'avais oublié ça. J'avais co-signé, mais je n'étais pas sur le bail en tant que résidente,
et je ne payais certainement pas leur loyer directement. D'habitude. Oh, bonjour, monsieur Henderson, ai-je dit, la voix tendue. Est-ce que tout va bien? Le loyer est-il en retard? Non, non, bien au contraire, a-t-il dit joyeusement. Je voulais juste appeler et vous remercier personnellement d'avoir réglé cela si rapidement. Je sais que les frais de retard étaient un peu élevés ce mois-ci puisqu'ils ont dépassé le délai de grâce, mais j'apprécie vraiment que vous ayez renouvelé l'autorisation de dépôt automatique. Je me suis figé. Ma main a serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'ai pas renouvelé de dépôt automatique. Il y a eu une pause sur la ligne. Eh bien, si, bien sûr que si, a dit monsieur Henderson, l'air confus. Votre père a appelé hier. Il nous a donné votre nouveau numéro de routage, celui de la Caisse populaire, et a autorisé le paiement du loyer plus les frais de retard. Il a dit que vous étiez trop occupé pour appeler vous-même, alors vous lui aviez noté les informations. Le monde a basculé sur son axe. Mon compte à la Caisse populaire. C'était mon épargne principale. C'était le compte où se trouvait l'argent du « non ». Mes parents n'avaient pas de compte à la Caisse populaire. Je ne leur avais jamais donné ce numéro de compte. La seule façon dont ils auraient pu l'obtenir était. Je me suis souvenu de dimanche. Je me suis souvenu d'avoir laissé mon sac à main sur le canapé quand je suis allé aux toilettes. Je me suis souvenu que mon chéquier était dedans. Ils avaient fouillé dans mon sac. Monsieur Henderson, ai-je dit, la voix tremblante d'une rage si chaude qu'elle semblait froide. De combien était le débit? C'était $1850 au total avec les frais de retard. $1850 pris, volé. Monsieur Henderson, ai-je dit en essayant d'empêcher ma voix de se briser. Je n'ai pas autorisé ce débit. Mon père a pris mes informations bancaires sans ma permission. Oh, a dit monsieur Henderson. Son ton joyeux a disparu. Oh, chère mademoiselle Langford, il avait les numéros. J'ai supposé, puisque vous êtes de la famille. Annulez-le, ai-je dit. Je ne peux pas simplement annuler un paiement assez traité, mademoiselle Langford. Il est déjà passé. Vous devrez vous arranger avec eux ou le signaler comme une fraude à votre banque. Mais si vous le signalez comme une fraude, il s'est interrompu. Si je le signalais comme une fraude, mes parents feraient face à des accusations criminelles. Vol d'identité. Je vois, ai-je dit. Merci, monsieur Henderson. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant une minute entière. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi. Mes collègues tapaient, buvaient du café, discutaient de leur week-end. J'avais l'impression de me vider de mon sang. Ce n'était pas seulement l'argent. L'argent peut être remplacé. C'était la violation. Ils étaient allés dans mon sac. Ils avaient copié mes numéros de compte. Et puis, nonchalamment au téléphone, ils avaient fait semblant d'être moi ou de parler en mon nom pour prendre ce que j'avais refusé de donner. Ils ne se sentaient pas seulement en droit de recevoir mon aide. Ils se sentaient en droit de mon identité. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un compte ouvert. Je me suis levé. J'ai une urgence familiale, ai-je dit à mon manager. Je dois y aller. Est-ce que tout va bien, a-t-elle demandé, inquiète. Non, ai-je dit. Vraiment pas, j'ai conduit directement à leur appartement. Je n'ai pas accéléré. J'ai conduit avec une prudence précise et terrifiante. Je devais y arriver vivante pour pouvoir les regarder dans les yeux. Quand je suis arrivé à leur porte, je n'ai pas frappé. J'avais une clé, une autre relique du fait d'être la personne fiable au cas où ils s'enfermeraient dehors. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. Ils déjeunaient. Maman, papa et Paige étaient assis autour de la petite table de la cuisine. Il y avait des sandwichs. La télévision était allumée en arrière-plan. Ils ont levé les yeux quand je suis entré. Pendant une seconde, ils ont eu l'air surpris. Puis le visage de mon père s'est durci. Nous ne t'avons pas invité, a-t-il dit. Si tu es ici pour t'excuser pour dimanche, tu peux commencer par. Vous m'avez volé, ai-je interrompu. Ma voix n'était pas forte. Elle était basse et vibrante. Je me suis approché de la table. Vous êtes allé dans mon sac à main, ai-je dit en regardant mon père. Vous avez copié mon numéro de routage et vous avez payé votre loyer avec mon argent. Le silence est devenu mortel dans la pièce.
Paige a pris une bouchée de son sandwich en détournant le regard. Maman a baissé les yeux sur ses mains. Papa n'a pas bronché. Il s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. Nous n'avons rien volé, a-t-il dit calmement. Nous l'avons emprunté. Nous allions te rembourser. Vous m'avez usurpé, ai-je dit. Vous avez dit au propriétaire que j'avais autorisé. C'est une fraude. C'est un crime. Oh, arrête, a claqué maman. Elle a frappé la table de sa main. N'utilise pas ces mots avec ton père. Fraude? Crime? Nous sommes tes parents. Nous avions besoin de l'argent du loyer. Que étions-nous censés faire? Être sans abri? Vous étiez censé demander, ai-je crié. Le contrôle a glissé une seconde. Et quand j'ai dit non, vous étiez censé vous débrouiller comme des adultes. Tu aurais dit non, est intervenu Paige, la bouche pleine. Tu étais d'humeur massacrante dimanche. On a juste fait ce qu'il fallait faire. Papa a dit que tu t'en remettrais. Papa a dit que tu t'en remettrais. C'était ça. C'était le résumé de toute ma vie. Tessa s'en remettra. Tessa absorbera le coup. Tessa arrangera les choses. Je mérite de savoir ce que je paie, ai-je dit, la voix tremblante. Je mérite d'avoir le contrôle de ma propre vie. Je ne suis pas une extension de vous. Tu nous attaques, a crié maman, des larmes apparaissant instantanément dans ses yeux. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois. Le passage en mode victime. Tu entres dans notre maison en criant, en nous accusant d'être des criminels après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne crie pas, ai-je dit. J'énonce des faits. Surveille ton ton. Papa s'est levé. C'était un homme grand et il utilisait sa taille pour intimider. Il s'est dressé au-dessus de moi. Je suis toujours ton père. Je t'ai mis au monde. Cet argent est autant à nous qu'à toi. Nous sommes une unité familiale. Non, ai-je dit. Je l'ai regardé dans les yeux. Mon compte en banque n'est pas une unité familiale. Mon travail n'est pas une unité familiale. Mon Dieu, tu es tellement radine, a marmonné Paige. Elle a sorti son téléphone. C'était combien? Jean, 2000? On devrait te faire un Venmo avec un pourboire? Ça te ferait te sentir mieux? Tiens, je t'envoie $5 pour l'essence. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Je les ai regardés. J'ai regardé ma mère pleurer de fausses larmes pour me manipuler. J'ai regardé mon père utiliser l'intimidation physique pour me faire taire. J'ai regardé ma sœur se moquer de moi en mangeant un sandwich payé avec mon argent volé. J'ai réalisé quelque chose dans cette cuisine. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je fournissais. Et ils me détestaient d'essayer d'arrêter de le fournir. Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste arrêté. La colère s'est dissipée, laissant derrière elle un vaste espace vide. J'ai regardé mon père une dernière fois. J'ai fini, ai-je dit. Tu as fini quand je dis que tu as fini, a-t-il crié. Je me suis retourné. Où vas-tu, a gémi maman. Tessa, ne me tourne pas le dos. On devrait te faire un Venmo, a de nouveau appelé Paige en riant. J'ai franchi la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai juste fermée. J'ai descendu le couloir, les escaliers, et je suis sorti sur le parking. Je suis monté dans ma voiture. J'ai verrouillé les portes. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était la dernière fois que je mettrais les pieds dans cet appartement. J'étais parti au milieu d'une phrase, et je n'allais jamais revenir la finir. Le lendemain, le message est arrivé et tout a changé pour toujours. J'ai passé cette nuit dans un état second. J'ai à peine dormi. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, mon esprit rejouant la scène de la cuisine encore et encore. L'odeur du sandwich, les fausses larmes, le rire. J'attendais des excuses. Je vérifiais mon téléphone, m'attendant à un texto disant « Nous sommes désolés. Nous avons paniqué. Nous n'aurions pas dû faire ça. » Mais le téléphone est resté silencieux. Le lendemain matin à 10h42, il a finalement vibré. J'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur une feuille de calcul. J'ai vu la notification. C'était de la conversation de groupe. Mon cœur a martelé. Je l'ai ramassé. Nous avons besoin de prendre de la distance avec toi.
S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Il avait été envoyé par mon père. Je l'ai lu 2 fois. Distance. Ils avaient besoin de distance avec moi. C'est moi qui avais été volé. C'est moi dont la vie privée avait été violée. C'est moi qui avais été utilisé, manipulé et moqué. Et pourtant, ils me congédiaient. Le message ne concernait pas la paix. C'était une punition. C'était un coup de force. Ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne, mais au lieu de s'excuser, ils redoublaient d'efforts. Ils essayaient de contrôler le récit. En me coupant les ponts en premier, ils pouvaient se faire passer pour les victimes. Ils pouvaient se faire passer pour les parents lésés aux prises avec une fille difficile. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone. Pendant 33 ans, ce texto m'aurait détruite. L'ancienne Tessa aurait paniqué. Elle aurait immédiatement appelé en pleurant, implorant le pardon pour le ton qu'elle avait utilisé. Elle serait allée là-bas avec des provisions et un chèque, désespérée de réintégrer le cercle. Mais l'ancienne Tessa était morte dans cette cuisine lorsque sa sœur s'est moquée d'elle. J'ai posé le téléphone sur mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu brillant et vif. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas dévasté. Je me sentais légère. J'avais vécu dans un contrat unilatéral toute ma vie. Je l'avais signé à l'encre invisible le jour de ma naissance. Les termes étaient simples. Je donne, tu prends. Je m'excuse, tu pardonnes. Je travaille, tu dépenses. Il venait d'annuler le contrat. Il voulait de la distance. Très bien. L'oncle Henri m'a appelé plus tard dans la nuit. Sa voix était rauque comme du gravier. Ils disent à tout le monde que tu as eu une dépression nerveuse, a-t-il dit sans préambule. Je m'en doutais, ai-je dit. J'étais assise sur mon balcon avec un verre de vin. Quelle est l'histoire? Ils disent que tu es venu en criant à propos de l'argent, que tu les as menacés et qu'ils ont dû te demander de partir pour leur propre sécurité. Ai-je dit aux gens que tu es instable? Instable? Ai-je répété, parce que je ne voulais pas qu'ils volent $2000 sur mon compte. Ils déménagent, a dit Henri. Je me suis redressé. Quoi? Ils emballent tout ce soir. Ils ont rompu le bail. Ils ont dit aux propriétaires qu'ils ne se sentaient pas en sécurité à cause de toi, alors il les a laissés partir sans pénalité. Ils déménagent dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Bien sûr qu'ils le faisaient. Ils fuyaient. Ils ne fuyaient pas moi. Ils fuyaient la honte. S'ils restaient, ils devaient me regarder. S'ils déménageaient, ils pouvaient faire semblant que j'étais la méchante qui les avait chassés. M'effacer complètement signifiait aussi réécrire leur culpabilité. Sais-tu où ils vont, ai-je demandé. Je le sais, a dit Henri. Mais je ne vais pas te le dire, et tu ne devrais pas demander. Il avait raison. Ça va, gamine, a demandé Henri. Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement. J'ai l'impression que je devrais pleurer, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un manque de sentiment, a dit Henri. C'est du soulagement. Ne confonds pas les deux. Nous avons raccroché. J'ai de nouveau regardé mon téléphone. Le texto était toujours là. S'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. C'était un défi. Il me mettait au défi de rompre le silence. Ils pariaient tout sur le fait que j'avais plus besoin d'eux que de moi. Ils avaient tort. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, je me suis levé et je me suis dirigé vers mon classeur. Il était temps de répondre, mais pas avec des émotions. J'allais répondre avec des données. Le sol de mon salon était couvert de papier. On aurait dit une enquête médico-légale. J'avais sorti toutes les boîtes de sous mon lit, tous les dossiers du classeur. J'avais 7 ans de dossiers financiers. J'étais organisé. C'était mon travail et mon mécanisme d'adaptation. J'avais des reçus pour tout. Il y avait le reçu de la transmission de la voiture de Page, $1200. Il y avait le reçu de la quote-part de la chirurgie dentaire de mon père, $850. Il y avait le reçu du prêt que j'ai fait à maman pour les cadeaux de Noël il y a 3 ans, $600. Il y avait des factures de services publics, des courses, des forfaits téléphoniques. Je me suis assise en tailleur sur le sol, entouré des preuves physiques de mon amour. C'était une mer de papier thermique et d'encre.
J'ai commencé à les trier. Une pile pour maman, une pile pour papa, une pile pour Paige. Les piles ont grandi, grandi et grandi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une feuille de calcul. J'ai entré chaque numéro. Je n'ai pas estimé. J'ai utilisé les centimes exacts. 12 juin 2023. Lunettes de maman, 342,50 $. 4 août 2023. Contravention de Paige, 210 $. 15 octobre 2023. Assurance auto de papa, 145 $. J'ai travaillé pendant 4 heures. Le soleil s'est couché. La pièce est devenue sombre, éclairée seulement par la lueur bleue de l'écran de mon ordinateur portable. Quand j'ai finalement fait la somme totale au bas de la feuille de calcul, j'ai arrêté de respirer un instant. Le chiffre était stupéfiant. C'était un acompte pour une maison. C'était un fonds de retraite. C'était une vie. J'ai regardé ce chiffre. 64 320,18 $. 64 000 $. En 7 ans, c'était le prix de mon adhésion à cette famille. C'étaient les frais d'abonnement que je payais pour être traité comme une nuisance. J'ai sorti mon téléphone. Je ne voulais pas être cruel. Je ne voulais pas crier. Je voulais juste que la vérité soit enregistrée. J'ai pris une photo des piles de reçus. Puis j'ai fait une capture d'écran du total de la feuille de calcul. J'ai ouvert la conversation. J'ai tapé soigneusement. Je l'ai supprimé 2 fois. Je voulais que ce soit parfait. Je voulais que ce soit à toute épreuve. Finalement, j'ai écrit « J'honore votre demande de distance ». Vous trouverez ci-joint un résumé du soutien financier que j'ai fourni au cours des 7 dernières années. Le total est de 64 320,18 $. Ce sont les paiements que j'ai effectués pour vous maintenir à flot. Je ne demande pas le remboursement de cet argent. Considérez-le comme un cadeau d'adieu. Cependant, à compter d'aujourd'hui, tout soutien continu prendra fin. Je me retire du forfait téléphonique familial. J'annule le paiement automatique de l'assurance auto. Je ferme les comptes Netflix et Amazon partagés. Tous ces services seront coupés aux dates encerclées. Veuillez tout transférer sur vos propres comptes et modes de paiement. J'annulerai tous les virements directs dès demain matin. J'ai regardé le message. C'était froid. C'était factuel. C'était dévastateur. Ce n'était pas une attaque. C'était une limite. J'ai ajouté une dernière ligne. Je vous souhaite le meilleur. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'envoi. Je savais ce qui se passerait une fois que j'aurais appuyé. C'était l'option nucléaire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas juste une dispute. C'était une rupture. J'ai pensé à la petite fille que j'étais, attendant près de la fenêtre le retour de mon père, espérant qu'il m'apporterait une barre de chocolat. J'ai pensé à l'adolescente qui a travaillé 2 emplois au lycée pour acheter sa propre robe de bal parce que l'argent était rare, tandis que Paige avait une nouvelle garde-robe. J'ai pensé à la femme qui se tenait dans cette cuisine il y a 2 jours, se faisant moquer d'elle. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est apparu en bleu. Livré. J'ai posé le téléphone par terre. Je me suis levé et je me suis étiré. Mon dos a craqué. Le silence dans l'appartement semblait différent maintenant. Avant, il semblait solitaire. Maintenant, il semblait propre. C'était fait. La vérité était là, propre et inébranlable. Je me suis dirigé vers la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Puis le téléphone a vibré. Et puis il a vibré encore et encore. Une vibration continue et en colère contre le parquet. Le contre-coup était arrivé. 2 minutes. C'est exactement le temps qu'a duré le silence après l'envoi de la feuille de calcul. Je suis resté assise par terre, regardant le téléphone vibrer. Il vibrait contre le parquet comme un insecte en colère. L'écran s'est allumé, s'est éteint, puis s'est rallumé. Les notifications s'empilaient les unes sur les autres. Maman, 5 messages. Papa, 3 messages. Paige, 12 messages. Je ne l'ai pas ramassé. J'ai juste regardé. C'était fascinant, d'une manière malsaine. Pendant des années, j'avais sauté chaque fois qu'ils appelaient. J'avais paniqué si je manquais un texto de 5 minutes. Maintenant, c'est moi qui détenais le silence et c'est eux qui paniquaient.
Finalement, la vibration s'est arrêtée un moment. Je me suis penché et j'ai pris le téléphone. J'ai ouvert la conversation. C'était un mur de bruit. Maman, Tessa Langford, comment oses-tu? Maman, c'est de la cruauté. De la cruauté absolue. Tu nous jettes des chiffres à la figure. Maman, nous sommes ta famille. On ne tient pas les comptes avec la famille. Papa, l'argent ne fait pas de toi une famille, Tessa. Tu crois que parce que tu as payé quelques factures, tu nous possèdes. Tu crois que tu peux acheter le respect. Papa, tu es arrogante. Tu es comme ta génération. Égoïste et froide. Et puis Paige. Ces messages ne concernaient pas la moralité. Ils concernaient la panique. Paige, attends. Tu annules le forfait téléphonique? Paige, Tessa. J'ai des entretiens d'embauche qui arrivent. Tu ne peux pas me couper le téléphone. Paige, tu es folle. Tu as vraiment une crise de psychose. Décroche le téléphone. Je les ai tous lus. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si je lisais le scénario d'un feuilleton que je ne regardais plus. Puis le ton a changé. Ils ont dû se rendre compte que la colère ne fonctionnait pas. Ils ont dû se rendre compte que je ne répondais pas, que je ne m'excusais pas et que je ne promettais pas de tout arranger. Ils ont réalisé que la menace était réelle. Le texto de ma mère est passé de l'attaque à la manipulation psychologique. Maman, Tessa, ma chérie, s'il te plaît, calmons-nous. Tu as mal compris le texto de ce matin. Maman, quand nous avons dit distance, nous voulions dire que nous avions besoin d'espace par rapport aux disputes. Nous voulions dire une distance émotionnelle. Nous ne voulions pas que tu disparaisses complètement. Maman, nous ne voulions certainement pas que tu nous coupes les vivres. C'est tout simplement vindicatif. Nous comptons sur cette aide. Tu sais, la pension de papa ne suffit pas, j'ai regardé l'écran. Nous voulions une distance émotionnelle. Traduction, nous voulons que tu t'en ailles, mais que tu laisses ton portefeuille derrière toi. Il voulait les avantages d'avoir une fille dévouée sans l'inconvénient d'avoir à interagir avec moi. Il voulait mon utilité, pas ma présence. C'était l'insulte suprême. Je ne leur manquais pas. C'est le filet de sécurité qui leur manquait. J'ai tapé ma réponse. Mes doigts étaient stables. Votre message disait, arrête complètement de nous contacter. Je respecte vos souhaits. J'arrête. Les paiements sont une forme de contact. Ils sont une forme de relation. Cette relation est terminée. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a de nouveau explosé instantanément. Papa, si tu fais ça, ne te donne pas la peine de venir à Noël. Ne te donne pas la peine de venir aux anniversaires. Tu es morte pour nous. J'ai regardé ce texto. Tu es morte pour nous. J'ai pensé au dîner de Noël où je préparais la nourriture, j'achetais les cadeaux et je faisais la vaisselle pendant qu'ils regardaient le football. J'ai pensé aux anniversaires où j'étais la seule à me souvenir d'acheter un gâteau. Si j'étais morte pour eux, alors j'étais enfin libre. Je n'ai pas répondu à celui-là. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai trouvé le bouton « Ne pas déranger ». Je l'ai activé. Puis je suis allé plus loin. J'ai bloqué leur numéro. Maman bloquée, papa bloqué, Paige bloqué. Le silence qui a suivi était absolu. C'était terrifiant. C'était le silence d'un pont qui s'effondre. Mais alors que j'étais assise là, dans mon salon silencieux, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur, j'ai réalisé que la paix n'est pas toujours douce. Parfois, la paix est une lourde porte d'acier qui se referme pour tenir les loups à l'écart. J'ai commandé une pizza. Je l'ai mangée par terre. Je me sentais seul. Oui. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas utilisé. Ce soir-là, vers 20h, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je me suis figé. Je pensais que c'était eux. Je pensais que mon père était venu me crier dessus en personne, frapper à la porte jusqu'à ce que je cède. Je me suis approché du Judas et j'ai regardé. Ce n'était pas papa. C'était l'oncle Henri. Il se tenait là, portant sa vieille veste en jean, l'air fatigué. À côté de lui, sur le trottoir, il y avait 3 boîtes en carton. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Henri, ai-je dit. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux sur les boîtes. Je ne voulais pas les apporter, a-t-il dit,
la voix rauque. Mais je ne pouvais pas les laisser aller à la poubelle. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ils déménagent ce soir, a dit Henri. Comme je te l'ai dit, ils ont loué un U-Haul. Ils jetaient des affaires, vidaient les placards. Ils m'ont dit de les emmener à la poubelle. Il a poussé une des boîtes avec sa botte. J'ai vu ton nom sur les étiquettes, a-t-il dit. J'ai regardé les boîtes. Elles étaient scellées avec du ruban adhésif, mais le ruban était vieux et jauni. Je peux entrer, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit en reculant. Oui, bien sûr. Il a apporté les boîtes une par une, les posant sur ma table basse. Il est allé à la cuisine et s'est servi un verre d'eau sans demander. Il semblait lourd, accablé. Tu n'es pas obligé de les ouvrir, a-t-il dit en s'appuyant contre le mur. Tu peux simplement les jeter toi-même. Mais j'ai pensé. J'ai pensé que tu devrais savoir. J'ai attrapé une paire de ciseaux sur mon bureau. Mes mains tremblaient à nouveau. J'ai coupé le ruban adhésif de la première boîte. À l'intérieur, il y avait des vêtements, mais pas n'importe quels vêtements. Il y avait un pull en cachemire que j'avais acheté pour ma mère il y a 3 Noëls. Il était doux, bleu pâle, sa couleur préférée. Il avait encore les étiquettes. Il était encore dans le papier de soie d'origine du grand magasin. Je l'ai sorti. À maman, avec amour, Tessa, était écrit sur l'étiquette. Elle ne l'avait jamais porté. Elle ne l'avait même jamais déplié. J'ai fouillé plus profondément. Il y avait une écharpe que j'avais achetée pour Paige. Un portefeuille en cuir que j'avais acheté pour papa. Tous neufs, tous intacts. J'ai ouvert la deuxième boîte. Elle était pleine de cartes. Chaque carte d'anniversaire, chaque carte de fête des mères, chaque carte de Noël que je leur avais jamais écrite. J'en ai pris une. Elle datait de 5 ans. Je l'ai ouverte. Chère maman et papa, merci pour tout. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je vous aime tellement. 6 juin un chèque pour aider aux réparations de la voiture. Avec amour, Tessa. Le chèque avait disparu. La carte avait été jetée dans une boîte. Ils avaient pris l'argent et jeté le sentiment. J'ai ouvert la 3e boîte. Celle-ci m'a fait le plus mal. C'était un album photo. Je l'avais fait pour leur 30e anniversaire de mariage. J'y avais passé des semaines. J'avais scanné de vieilles photos, les avais restaurées numériquement et les avais arrangées chronologiquement. C'était l'histoire de notre famille. J'ai ouvert la couverture. La reliure a craqué. Il n'avait jamais été ouvert. Collé sur la première de couverture, il y avait un post-it écrit de la main de ma mère. Projet de Tessa. Mettre au grenier. J'ai regardé le post-it. Projet de Tessa. Pas cadeau de Tessa. Pas souvenir de famille. Juste un projet, une corvée, un encombrement. J'ai levé les yeux vers Henri. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Je n'avais pas réalisé que je pleurais. Ils ne s'en sont jamais souciés, ai-je chuchoté. Les mots ressemblaient à du verre brisé dans ma gorge. Ils ne m'ont même jamais aimé. Henri s'est approché et s'est assis à côté de moi sur le canapé. Il ne m'a pas immédiatement serré dans ses bras. Il a juste regardé les boîtes. Ils aimaient ce que tu faisais pour eux, a dit Henri doucement. Ils aimaient les chèques. Ils aimaient la commodité. Mais toi, la personne, la femme assise ici en ce moment, non, il ne la connaissait pas, il s'est tourné vers moi. Et c'est leur perte, Tessa, pas la tienne. J'ai tellement essayé, ai-je sangloté. J'ai essayé d'être parfaite. Je pensais que si je leur donnais assez, ils finiraient par ouvrir les cadeaux. Je pensais qu'ils finiraient par me voir. On ne peut pas acheter la vue aux aveugles, a dit Henri. Et on ne peut pas acheter l'amour de gens qui sont en faillite à l'intérieur. Il a passé son bras autour de moi alors. C'était une étreinte maladroite et rude, sentant le tabac et la sueur de bois. Mais c'était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Tu as fait plus pour eux qu'ils ne l'admettront jamais, a-t-il dit. Mais tu as fini maintenant. Tu m'entends? Tu as fini. J'ai regardé la pile de cadeaux non ouverts. C'était la preuve. C'était la preuve physique que mon rôle n'avait jamais été celui de fille. Mon rôle avait été celui de donatrice. J'ai essuyé mon visage. Je me suis levé. Prends-les, ai-je dit.
Quoi, a demandé Henri. Prends les boîtes, ai-je dit. Emmène-les à l'armée du salut ou à la poubelle. Ça m'est égal. Sors-les de ma maison. Henri a souri. Un petit sourire fier. Tu es sûr? Je suis sûr, ai-je dit. Je n'ai plus besoin des reçus. Je connais la vérité. Il a hoché la tête. Il s'est levé, a empilé les boîtes et les a emportées dans la nuit. Quand il a fermé la porte, l'appartement m'a de nouveau semblé vide. Mais cette fois, je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai eu l'impression que quelque chose de toxique avait été enlevé. J'ai regardé l'endroit sur la table où se trouvaient les boîtes. J'étais libre. Le lendemain matin, le soleil s'est levé différemment. Cela ressemble à un cliché, mais c'est vrai. La lumière qui frappait le sol de ma cuisine semblait plus vive, plus propre. L'air avait un goût différent. J'ai fait du café. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de terminer le travail administratif de ma nouvelle vie. Je me suis connecté au site web de la compagnie d'électricité. Supprimer l'utilisateur autorisé, Margaret Langford. Clic, je me suis connecté au service de streaming. Changer le mot de passe. Se déconnecter de tous les appareils. Clic, je me suis connecté à ma banque. Annuler le virement récurrent, papa. Clic, à chaque clic, je me sentais plus légère. Je n'étais pas méchante. Je n'étais pas vindicative. Je fermais simplement des portes qui n'auraient jamais dû être laissées ouvertes en premier lieu. Le docteur Elina, ma thérapeute, a appelé cela la liberté financière lorsque je lui en ai parlé plus tard cette semaine-là. Vous n'économisez pas seulement de l'argent, a-t-elle dit en se penchant en avant sur sa chaise. Vous récupérez votre énergie. Vous récupérez votre avenir. Pour la première fois, Tessa, vous travaillez pour vous-même. Elle avait raison. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Evan pour un café. Evan était un homme que je voyais de manière décontractée depuis quelques mois. Je l'avais gardé à distance parce que j'étais toujours trop fatigué, trop fauché ou trop stressé par ma famille pour le laisser entrer. Il a immédiatement remarqué la différence. Tu as l'air reposé, a-t-il dit en remuant son latte. Tes épaules ne sont pas près de tes oreilles. J'ai souri. J'ai quitté mon 2e emploi, ai-je dit. Je ne savais pas que tu avais un 2e emploi, a-t-il dit. J'étais la directrice financière de l'entreprise familiale Langford, ai-je plaisanté. La paie était terrible et les patrons étaient abusifs. Il a ri, puis il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sa main était chaude. Je suis content que tu aies démissionné, a-t-il dit. J'aime te voir heureuse. C'était si simple. J'aime te voir heureuse. Pas de conditions, pas de demande, juste une simple déclaration d'affection. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à poursuivre une version compliquée et douloureuse de l'amour. Pensant que la lutte le rendait réel. Je pensais que si ça ne faisait pas mal, ce n'était pas de l'amour. Mais le véritable amour, que ce soit d'un partenaire, d'un ami ou même de l'amour de soi, n'est pas une lutte. C'est un soutien. Ma famille ne m'a plus jamais contacté après que je les ai bloqués. Henri m'a dit qu'ils avaient déménagé dans un appartement plus petit du côté sud. Paige a dû trouver un travail de serveuse. Papa a dû réellement budgétiser sa pension. Il survivait. Il se débrouillait. Et c'était la plus grande révélation de toutes. Ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. C'étaient des adultes capables. Ils avaient juste préféré m'utiliser parce que c'était plus facile. Mon sacrifice ne les maintenait pas en vie. Il les maintenait dans leur confort. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai envoyé ce texto. Mon compte d'épargne a augmenté. J'ai réservé ce chalet à Breckenridge, celui que j'avais annulé. J'y suis allé seul. Je me suis assise sur le porche, j'ai lu des livres, j'ai bu du vin et j'ai regardé les montagnes. Je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas demandé si le chauffe-eau fuyait à la maison. J'ai enfin compris la vérité. Quand une famille vous apprend à assimiler l'amour au sacrifice, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de saigner pour eux. Ils voulaient de la distance. Alors, je leur ai donné le genre de distance qu'ils ne peuvent pas défaire. Et dans cette distance, j'ai trouvé la seule personne que j'avais négligée pendant 33 ans, moi-même. Ils voulaient de la distance. Alors, je leur ai donné le genre de distance qu'ils ne peuvent pas défaire.
J'ai cessé d'être leur banque, leur thérapeute et leur punching ball. Et dans le silence qui a suivi, j'ai enfin entendu ma propre voix. Si vous avez déjà été culpabilisé pour vous être sauvé, ou si vous êtes celui qui porte actuellement le poids d'une famille qui refuse de se tenir debout, que ceci soit votre signe. Déposez le poids. Ce n'est pas à vous de le porter. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que guérir en silence, c'est toujours guérir, mais guérir ensemble nous rend plus forts. Merci de votre écoute.